Bonsoir les 5e S. Je vais terminer de corriger en vidéo la série de petites fiches qu'on a fait sur Charlemagne. Alors suivez bien et n'hésitez pas à mettre pause la vidéo pour pouvoir avoir le temps de bien tout corriger. Je vais reprendre à partir de la fiche numéro 5, je vais vous relire le texte, même si on l'a déjà fait, on l'a fait un petit peu vite, donc c'est parti. Alors ce petit texte d'Eginhard, qui est le biographe de Charlemagne, c'est-à-dire qui nous raconte la vie de Charlemagne peu de temps après sa mort. Que nous dit-il? Il s'adonnait assidûment à l'équitation et à la chasse. C'était un goût qu'il tenait de naissance, car il n'y a peut-être pas un peuple au monde qui, dans ses exercices, puisse égaler les Francs. Il aimait aussi les eaux thermales et s'y livrait souvent au plaisir de la natation, où il excellait au point de n'être surpassé par personne. C'est ce qui l'amena à bâtir un palais à Aix. Alors, Eginhard nous raconte que Charlemagne, il aime l'équitation, il aime la chasse, il aime les eaux thermales, c'est-à-dire les sources d'eau chaude, et comme il y avait des sources d'eau chaude à Aix, alors pas Aix-en-Provence, Aix-la-Chapelle, qui est aujourd'hui une ville en Allemagne, eh bien c'est là qu'il a fait construire son palais. Donc, Charlemagne pratiquait parfois l'équitation et la chasse, eh bien c'est vrai. Voilà. Le peuple des Francs était le plus fort dans ces domaines, c'est vrai, en tout cas c'est ce que nous dit Eginhard. Charlemagne n'aimait rien de plus que la natation, c'est faux, il aimait la natation, mais c'est pas ce qu'il aimait le plus, il ne nous le dit pas. Charlemagne aimait l'équitation depuis quelques années, eh bien non, puisqu'il nous dit qu'il tenait de naissance, c'était un goût qu'il tenait de naissance, ça veut dire depuis tout petit, même s'il exagère probablement, donc on va mettre faux. Et enfin, il fit construire un palais à Aix pour profiter des eaux thermales de la ville, eh bien c'est vrai. Voilà. Ensuite, la fiche 6 indique où se trouve Charlemagne avec une flèche, et à l'aide de ce document explique pourquoi Charlemagne a un cheval et une épée. Donc Charlemagne, vous l'avez tous reconnu sur l'image, on le voit à travers ses habits qui sont un petit peu plus luxueux, un peu plus riches que ceux des autres, et surtout avec ici une sorte de couronne. Donc, eh bien c'est lui. Voilà, je mets une flèche. Et puis tout simplement, pourquoi est-ce qu'il est sur un cheval? Pourquoi est-ce qu'il a un cheval et une épée? Alors allons-y. Charlemagne a un cheval et une épée, car on va le dire comme ça, il participe lui-même à la guerre. Charlemagne, rappelez-vous, il fait 1m92, c'est un colosse, il est très grand, très fort. Il fait lui-même la guerre avec ses soldats. Donc, mettez sur pause pour prendre la correction si besoin, et je passe à la fiche 7. Alors, vous avez ici une pièce de monnaie très importante. C'est très important les pièces de monnaie quand on fait de l'histoire. Ça nous apprend énormément de choses. Donc on nous dit, entoure sur les deux faces de la pièce tous les éléments qui montrent que Charlemagne veut se présenter comme un empereur romain et chrétien. Rouge pour romain, vert pour chrétien. Donc qu'est-ce qu'il nous montre? C'est la première face de la pièce, qu'il veut se présenter comme un empereur romain. Il y a 3 éléments. D'abord, on nous dit, regardez, Carolus Imperator Augustus. Imperator, c'est un mot latin qui signifie, chez les Romains, chef de l'armée. Chef de l'armée. L'empereur était impérator, et d'ailleurs, impérator a lui-même donné, en français, le mot empereur. Le mot empereur vient de impérator, qui est l'un des titres des empereurs romains, qui signifie chef de l'armée. Donc voilà, ça veut dire qu'il se présente déjà comme un empereur romain. Le deuxième élément, c'est Augustus. A-U-G, ici sur la pièce. Alors on a l'impression que c'est un V parce que les Romains écrivaient les U comme des V. Augustus, c'est le titre des empereurs romains, ça veut dire béni des dieux. Et tous les empereurs romains se faisaient appeler Auguste. Mais il y a un troisième élément qui n'est pas écrit, qui est cette couronne de laurier, qui est posée sur la tête de Charlemagne, et qui nous indique que Charlemagne se présente comme un empereur romain, puisque les empereurs romains se représentaient avec une couronne de laurier sur la tête, ce qui est une couronne en fait, une couronne qui montre que l'empereur est victorieux. Après, nous avons le vert pour les chrétiens. Alors, on regarde l'autre face de la pièce.
Là, il y a deux éléments, c'est plus facile, qui montrent que on est dans un monde chrétien. Eh bien, ce sont tout simplement les croix. La première qui ici représentée à l'intérieur de ce petit temple, et la deuxième là au-dessus du temple. Xpictania religio, XP, rappelez-vous, XP c'est un symbole chrétien, ça veut dire la religion chrétienne. Voilà, je passe ensuite au document 8, avec la carte que vous avez ici en couleur. Le royaume de Charlemagne est plus grand en 814 qu'en 868. Eh bien, c'est vrai, puisque Charlemagne a fait des conquêtes, et on va justifier tout simplement en disant que Charlemagne agrandit son royaume jusqu'à sa mort. Le orange foncé, disons, c'est son royaume quand Charlemagne devient roi. Le orange ici clair, c'est ses conquêtes, ce sont ses conquêtes. Et puis le jaune, ce sont les États dépendants. Alors ensuite, la capitale de l'Empire est Paris. Non, Paris est une petite ville à cette époque-là, et ce n'est pas la capitale de Charlemagne. Faux. Et on justifie en disant que la capitale est Aix-la-Chapelle. C'est indiqué ici, capitale de l'Empire dans la légende. Ensuite, les États en jaune font partie de l'Empire carolingien. Eh bien, c'est faux. Même si ce sont des territoires très influencés, dépendants de l'Empire, ils ne font pas partie de l'Empire, et je vous avais dit de repasser en rouge ici les limites, puisque vous n'avez pas les couleurs, vous repassez bien en rouge ici les limites de l'Empire de Charlemagne. Voilà, donc sans entourer, sans faire rentrer dedans les États en jaune. Ensuite, petit D, les États de Saxe, Bavière et Lombardie ont été conquis avant 768. Eh bien, c'est faux, puisque les États de Saxe, de Bavière et de Lombardie sont en orange, et que l'orange, ce sont les conquêtes de Charlemagne. Et je justifie, pour aller plus vite, je ne répète pas tout, ils ont été conquis par Charlemagne à partir de 768 et pas avant 768. Donc voilà pour la fiche 7, la fiche 8, mettez sur pause pour bien noter la correction, et je passe à la fiche 9, la dernière. Pour pouvoir relier ici les images avec les cadres, on va bien regarder le schéma. Comment est organisé l'Empire de Charlemagne? Tout en haut, vous avez Charlemagne, empereur couronné par le pape à Rome. On l'a vu, il a été couronné en l'an 800, le jour de Noël. Il commande l'armée, il décide des lois, c'est un empereur. Il est le chef tout-puissant de son empire. Mais, son empire étant très grand, un peu comme l'empire byzantin, eh bien, il ne peut pas tout faire tout seul. Il ne peut pas tout contrôler tout seul, c'est beaucoup trop grand. Et il va donc faire ce que faisaient la plupart des empereurs, y compris l'empereur romain, c'est qu'il va, on appelle ça déléguer, il délègue son pouvoir à des comtes. Alors attention, comte, je vais le mettre ici, tiens. Vous avez 3 comtes. 3 mots en français qui signifient comte. Donc, le comte, ça vient du latin comnes, et ça signifie le compagnon. C'est un noble, un aristocrate, un noble, donc une personne puissante, importante. Vous avez aussi le compte, C-O-M-P-T-E, c'est quand on compte, en mathématiques. Le compte, quand on dit le compte est bon, par exemple, c'est voilà, avec un P. Et vous avez enfin le compte, C-O-N-T-E, qui est le compte, par exemple, le conte pour enfants. Par exemple, Alice au pays des merveilles. Donc ne confondez pas conte C-O-M-T-E, qui est le noble, le conte C-O-M-P-T-E, qui est les mathématiques, et le conte C-O-N-T-E, qui est le conte pour enfants. Donc je reviens sur mes comptes, on nous dit qu'ils sont 300, et qu'ils sont à la tête d'un comté. Le comté, c'est le territoire du comte. Et ce sont eux qui vont gérer, administrer la région de l'Empire carolingien dont ils ont la charge. Donc, quels sont leurs pouvoirs, leurs prérogatives, c'est-à-dire ce qu'ils ont le droit de faire? Bien, ils dirigent un comté, donc ils appliquent des lois, ils rendent la justice, ils lèvent les impôts et ils lèvent l'armée. Pour Charlemagne, ce sont eux qui vont bien rassembler des soldats et qui vont les amener à Charlemagne quand Charlemagne en aura besoin.
À côté de ça, vous avez les évêques. Donc je vous ai rajouté ici pouvoir temporel, hein, c'est-à-dire le pouvoir politique. Vous pouvez le rajouter sous le croquis. Même vous devez le rajouter. C'est ce qu'on appelle le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir politique. En même temps, à côté de ça, vous avez les évêques qui, eux, sont l'équivalent des comtes, mais pour l'Église. C'est-à-dire qu'ils représentent l'Église catholique, l'Église du pape, qui lui aussi a besoin d'évêques dans toute la chrétienté pour s'occuper des fidèles. Donc eux, les évêques, ils ont en charge de diffuser le christianisme, mais ils conseillent aussi l'empereur. C'est le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le pouvoir religieux. À cette époque, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel n'est pas clairement séparé, comme on a l'impression qu'il est séparé sur ce schéma. Les évêques sont amenés aussi à faire appliquer des lois, à rendre la justice, et même de plus en plus souvent. Donc, ces comtes et ces évêques sont nommés par Charlemagne, et en échange, eh bien, ces comtes et ces évêques doivent jurer fidélité à Charlemagne. Or, et c'est là que c'est assez intelligent de la part de Charlemagne, il a rajouté quelque chose, parce que les comtes, 300 comtes dans 300 comtés, même s'ils jurent fidélité, leur fidélité, elle n'est pas totale. Hein. Il pouvait arriver que des comtes se révoltent et qui disent à Charlemagne, bah non, moi je fais ce que je veux dans mon comté, et bah t'as qu'à venir me chercher, si t'es pas d'accord. Il y avait des comtes qui défiaient ouvertement l'empereur. Alors qu'est-ce qu'avait fait Charlemagne? Eh bien, il avait un groupe de fonctionnaires qu'on appelait les missi dominici, ça veut dire les envoyés du maître, qui vivaient à la cour de Charlemagne, avec Aix-la-Chapelle, et que Charlemagne envoyait régulièrement dans les comtés et dans les évêchés pour contrôler et vérifier que les comtes, eh bien, d'une part, étaient bien obéissants à Charlemagne, qu'ils appliquaient bien les lois qui avaient été émises par Charlemagne, mais aussi que les comtes entretenaient bien leur comté, que leur population n'était pas trop malheureuse, que les gens étaient jugés à peu près correctement, que l'impôt était prélevé à peu près normalement. Bref, ils étaient les envoyés, les représentants de Charlemagne. Et évidemment, les comtes et les évêques devaient leur obéir, parce que s'ils ne leur obéissaient pas, c'était comme désobéir à Charlemagne lui-même. Donc, pour relier nos cases, eh bien, ici, je pars de ce qui est en bas à gauche. Il reçoit le commandement d'une région en échange de sa fidélité à l'empereur. Eh bien, c'est le comte, bien sûr. Et le comte, il est là, puisqu'il siège. Voilà. Il est là. C'est un noble, c'est un aristocrate, c'est quelqu'un de puissant. Il est assis sur son petit trône. De l'autre côté, il se déplace pour transmettre les ordres de Charlemagne et surveille les comtes. Eh bien, ce sont les missi dominicis, en latin les envoyés du maître. Comme ils se déplacent, ils sont à cheval, ils sont ici. Voilà. Donc on peut mettre deux couleurs différentes. Moi j'ai mis du bleu et du rouge. Par ailleurs, petite précision, les missi dominici allaient toujours par deux. Il y avait toujours un fonctionnaire laïque, on appelle les laïcs à l'époque ceux qui ne sont pas des clercs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêtres ou évêques, et il y avait avec le laïc un évêque qui se déplaçait avec lui, comme ça ils se surveillaient l'un l'autre en plus. Ils allaient toujours par deux. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à noter le cours. Je crois qu'on a corrigé toutes les fiches, et non, même le cours, je crois qu'on a noté. Donc tout est bon. Je vous dis à demain mardi.